Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 91. Plus j'y pense, plus je me dis que cet épisode aurait dû être la critique sur le documentaire de la vie de Schumi, étant donné qu'il a gagné 91 victoires en Formule 1. C'est question d'être un concept, mais non. Cette semaine, on va parler Tiens, je vais vous faire jouer un clip, vous allez comprendre de quoi on va parler. Vous reconnaissez sûrement ce son. Oui, on va parler de Netflix qui souhaiterait s'intéresser à diffuser de la Formule 1, proprement dit. Et ensuite, on va parler de IndyCar et entre autres de la fin de saison qui s'est terminée cette fin de semaine à Long Beach, dans la belle Californie. Alors, pour parler de ces deux sujets, on a avec nous, j'ai avec moi en fait, Anna Maria Mercado Lopez et Marc-André Fortin. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Abdou, ça va bien? Ça va bien. Au moment où j'enregistre, il y a 3 camions de pompiers que je vois directement de ma fenêtre, mais sinon, ça va bien. Ah, je pensais que c'était des effets spéciaux pour les grands, pour les podcasts, que tu avais mis des lumières de couleur derrière toi. Non, en fait, je voulais célébrer les 13 ans du Grand Prix de Singapour, mais finalement, ça c'est... mais finalement, non, ça... gone wrong. On espère que du côté des voisins, ça va bien, en fait. On se croise les doigts, sérieux. On le souhaite. Effectivement. On va passer tout de suite à notre premier sujet. J'aime tellement jouer ce son. Mais oui, Il est passionnant, ce son, honnêtement. Ah oui. Autant que des V6. Puis je suis sérieux en passant. Mais on va parler de Netflix parce que au cours des derniers jours, en fait, le PDG de Netflix, Reed Hastings, qui a dit que sa compagnie serait intéressée à possiblement obtenir des droits pour diffuser la Formule 1. Je vous lis la citation de monsieur Hastings qui dit à l'époque, nous ne faisions pas partie des soumissionnaires pour la Formule 1, mais aujourd'hui, nous l'envisagerions sans aucun doute. Je ne sais pas dire. Mais tout ça pour dire que, Netflix, évidemment, avec Drive to Survive et le documentaire sur la carrière de Michael Schumacher, devrait-on dire, connaît un énorme succès auprès des fans de Formule 1 actuels et des néophytes qui veulent s'intéresser à ce beau sport. Mais là, évidemment, Netflix voudrait tenter de de percer un peu le marché sportif avec, entre autres, l'arrivée avec, entre autres, peut-être diffuser des événements sportifs comme le fait présentement Amazon Prime Video, entre autres avec des championnats de soccer en Europe, du tennis, entre autres. Aux États-Unis, le Thursday Night Football, entre autres. Donc, ce serait quelque chose d'assez intéressant pour Netflix de percer le marché sportif. Cependant, il a aussi dit dans Der Spiegel... chez Netflix, nous faisons du divertissement et non du journalisme. Il faudrait que cela réponde à certaines normes. Nous ne mêlons pas des sports en direct. Avec ce type de diffusion, nous n'avons aucun contrôle sur la source. Nous n'avons aucun contrôle sur la Bundesliga, par exemple, la première division de soccer allemande. Ils peuvent passer des accords avec qui ils veulent. Donc, évidemment, tout ça, c'est en quelque sorte... en lien avec la possibilité que Liberty Media vende ses actions soit dans un futur proche ou dans un futur éloigné. Et Netflix pourrait peut-être reprendre l'entièreté de la Formule 1 pour avoir le contrôle.
Est-ce que vous pensez qu'on verra Netflix attaquer la Formule 1, venir diffuser de la Formule 1 en direct? On va commencer avec Marc-André. Marc-André. Ouais, Marc-André. Je pense que c'est une avenue qui peut de plus en plus être possible. Si tu m'avais dit ça il y a 2, 3 ans avant Drive to Survive, je t'aurais dit que t'étais un révolutionnaire un peu trop intense. Mais je te dirais que plus le temps avance, plus je vois que Netflix s'intéresse à la Formule 1. Et je pense que les propos du PDG est assez clair, là. Ils veulent possiblement l'acquérir lorsque plusieurs contrats télévisuels vont être à échéance, en fait. Donc, je crois que ça pourrait être une avenue intéressante, autant pour la Formule 1 que pour Netflix. Maintenant, il faut qu'il y ait des bases bien faites pour que la diffusion en direct soit intéressante. J'ai vu passer que probablement même que la vente de F1 TV pourrait être faite et que Netflix pourrait acquérir ça. Si jamais c'est ça, ben, bien sûr que c'est intéressant parce que c'est sur une plateforme qui est très téléchargée, qui est aimée par tous, qui est connue. Mhm. Ça va permettre aux gens qui s'intéressent un petit peu moins à la Formule 1 d'avoir tous ces plans de caméra-là. Honnêtement, ce serait assez intéressant. En plus, ce serait pas très dispendieux pour les gens qui veulent regarder la Formule 1. L'abonnement de Netflix, honnêtement, pour tout le contenu qu'il y a, je ne veux pas faire de publicité, mais c'est quand même assez fou. Donc, quand tu regardes, s'ils réussissent à acquérir les droits de la Formule 1 et les, les projeter sur leur plateforme, ce serait un gros acquis pour eux, mais également pour la Formule 1. Ouais. Selon moi. Oui, ce serait bien, mais avant, Avec certains bémols, bien sûr. avec certains bémols aussi. Mais je pense que maintenant, avec bon, Amazon Prime qui diffuse en Angleterre des matchs des tournois de tennis, quelques matchs de la Premier League, en France des matchs de foot, aux États-Unis les matchs du jeudi soir dans la NFL. Ce serait et HBO avec les combats de boxe aussi. Euh, ce serait une avenue intéressante, entre autres pour Netflix, de s'attaquer à quand même du sport en direct. C'est sûr que, comme il le dit, comme Hastings le dit, l'univers du journalisme, les nouvelles, c'est quelque chose de neutre, slash politique, peu importe ce qu'on pourrait dire. Mais le sport, c'est du divertissement aussi en quelque sorte. Anna Maria, qu'est-ce que tu penses de cela? Ben, je pense que ça dépend de la façon como il a été fait parce que je pense qu'il y a plusieurs options que Netflix a pour avoir les droits de diffusion. C'est juste faire comme si c'était un autre diffuseur, disons RDS, Fox, et ça devient aussi c'est les choix de liberté aussi, parce que maintenant, ils ont lancé sa plateforme TV qui a plus ou moins, mais il est bien, mais des fois pour les abonnés, ça marche pas comme il faut, parce qu'avant j'avais ça et j'ai arrêté parce que c'était toujours bogué pendant la course. Ce qui se passe pas avec les diffuseurs comme RDS, et on a aussi tous les choix de caméra. Et j'imagine que si Netflix y a les droits, et juste comme combiner, comme on le fait maintenant, qu'ici on peut acheter l'application Formula 1, mais on a aussi plein de choix à RDS où on a les diffuseurs d'ici avec Les commentaires. les commentaires d'ici, mais quand il y a la pratique libre, qui avant il n'y avait rien, mais on a aussi ces choix pour la web diffusion où il n'y a pas de commentaires, rien, mais c'est ça, c'est pourrait
était le choix de Netflix et je pense que ce qui a fait Amazon, c'était très bien parce que pendant les Jeux olympiques aussi, nous, moi personnellement, on a l'Amazon Prime et on pouvait regarder en direct ce qui était Radio-Canada et RDS. On pouvait le regarder aussi en Amazon Prime. Mhm. C'est parce qu'on avait les choix et on payait pour Prime, fait qu'on pouvait le voir à Radio-Canada, RDS, ou si des fois on n'avait pas aucune, on a manqué quelque chose, on pouvait aller voir sur Amazon Prime, il y avait les vidéos aussi, mais juste avec la, comment je te dirais, avec la programmation d'ici. Mhm. C'est les mêmes choses qu'il y avait RDS à la télé, on pouvait le choisir sur Amazon Prime et je pense que c'est une bonne option parce que maintenant, si on n'a pas la télé traditionnelle, Mhm. juste de l'Apple TV ou quelque chose comme ça, on a plus les choix, c'est flexible et je pense que c'est faisable, faire la combinaison. Si Netflix fait ça, il va juste choisir comme si c'était l'application F1. Mhm. Mais le truc, Et à chaque pays, il va lui donner qu'est-ce qu'il y a. Et par rapport au contenu, c'est déjà bien. Qu'est-ce qui fait F1? Ils font très attention avec les commentaires, qu'est-ce qu'il y a avec la diversion et tout ça. Fait que je pense que c'est quelque chose faisable, mais pas, je pense pas que Netflix va acheter la Formule 1, juste qu'il pourrait avoir aussi les droits comme le fait Amazon, parce que sinon Amazon il va le faire. mais ça aussi, ça pourrait être un gros problème. Parce qu'actuellement, il existe des contrats qui sont, je dirais, diffusés un peu partout. Évidemment, les droits de diffusion. Par exemple, ici à RDS, ici au Canada, je veux dire, les droits pour la Formule 1 sur RDS et TSN sont valides jusqu'en 2024. Le contrat ayant été signé en février de l'année dernière, donc avant le début de de ce qui était le début de la saison normale. Jusqu'à 2031. Ouais, exact. Ils vont pas lâcher sur RDS. Donc, RDS et TSN ont la diffusion en direct, ont la diffusion exclusive de la Formule 1 jusqu'en 2024. Par exemple, la France aussi, pour les amis français, les droits, c'est jusqu'en 2024. Je regarde aussi en Angleterre, surtout en Angleterre, les droits, je pense que c'est jusqu'en 2025, si je me trompe pas même. Et surtout, le marché qui va être à surveiller, ce sont les États-Unis. Parce que présentement, les droits TV appartiennent à ESPN/ABC. Les droits sont jusqu'à la fin de la saison 2022. Donc, ESPN diffuse tous les grands prix, mais ABC, donc un peu ici, comme ici au Canada, c'est une chaîne généraliste aux États-Unis, donc ils diffusent toutes les courses en direct en Amérique du Nord. Donc les Grands Prix du Canada, États-Unis, Miami l'année prochaine et Mexique sont diffusés en direct sur ABC, donc disponibles à grand déploiement. Donc, si Netflix devait arriver dans le portrait, moi je pense que le problème qui va se poser, c'est surtout dans les régions. Donc, parce que par exemple, ici au Canada, si vous voulez, je prends l'exemple du soccer, si vous voulez regarder la Ligue des Champions, c'est exclusivement sur DAZN, la plateforme, disons la Netflix du sport. Et par exemple, si vous allez aux États-Unis, la Ligue des Champions est diffusée sur CBS ou sur la plateforme sportive CBS Sports. Alors, ça aussi, ça va être quelque chose qui va être pris en compte. Ce sont les régions. Parce qu'évidemment, Netflix voudra aller, probablement, si jamais ils étaient intéressés, voudra commencer à aller chercher les points les plus importants, à commencer par les États-Unis. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que Netflix devrait acquérir la Formule 1 pour être diffuseur global ou
aller chercher dans les régions les plus importantes pour commencer? Marc-André. Je pense qu'une stratégie qui serait très intéressante pour eux, ce serait de commencer à petit déploiement. Tu sais, tu vas dans certaines régions où, premièrement, les contrats s'achèvent. Tu sais, je connais pas la globalité de tous les contrats. Je sais que dans certains pays, les contrats vont s'achever bientôt. Donc, probablement il y a aussi un genre de test que Netflix doit faire. Est-ce que ça va fonctionner? Avant de tout acheter et de tout dépenser, ces millions de dollars pour acquérir la Formule 1, je pense que d'un point de vue entrepreneuriat et pur business, désolé de l'expression, je pense que c'est important de pouvoir faire des tests et tout ça. Donc, oui, je crois que graduellement, Netflix pourrait acquérir certains marchés et expansionner de plus en plus comme chaque compagnie mondiale font. Ouais. Anna-Maria? Moi, je dirais plutôt moitié-moitié. Parce que bah, de plutôt une idée à marketing aussi et business. Je pense que Netflix, il va pas prendre ça pour faire la rediffusion, pour prendre des bons, pour travailler, pour faire chaque pays, chaque langue et tout ça. Moi, je pense que pour moi, la meilleure idée, ça serait possible de maintenant, c'est Netflix, il paye des droits et Liberty à la place d'avoir sa plateforme à eux pour la diffusion de la Formule 1 y la cede a Netflix, ça veut dire que où ils continuent à faire la production comme tal. Netflix il vendrait à être juste une rediffusion. Parce que ça serait plus pratique. Le monde, de toute façon, combien le monde y paye pour avoir l'application F1 dans les pays où il n'y a pas de droit? Par année, c'est 80 $. C'est 80 $ par année. Mais oui, Ici, c'est ouais. ça. Et si tu mettais ça sur Netflix, je pense que c'est plus gagnant pour Liberty parce que maintenant, oui, il y a les droits de diffusion à quelques pays, mais sur Amérique, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Et pour eux, c'est difficile. Ils n'ont pas l'Internet qui marche des fois. Ça bug, ça tombe. Et pour ce monde-là, c'est plus facile d'accéder pour Netflix. Ouais. C'est plus pratique et ça serait comme gagnant pour une part et pour l'autre parce que ça serait comme avoir l'application à F1 TV, ce que ça n'empêche pas d'avoir un diffuseur comme ici. On peut acheter la F1 TV et on peut avoir la RDS et on a le choix. Est-ce qu'on veut voir les commentaires d'ici, que souvent on aime ça, ou tu vas voir en théorie Netflix, mais avec quelque chose de plus standard. Mais Qu'est-ce qui fait? En fait, c'est la même chose que fait une TV. Et en plus, Netflix, il a juste à payer les droits. Mais c'est ça aussi le truc, c'est parce que on se rend compte maintenant, on consomme beaucoup de contenu en ligne. Donc on a déjà Netflix, on a Apple TV, on a Disney+, maintenant il y a Paramount qui appartient à CBS, DAZN pour les sportifs, il existe plein de plateformes numériques en ligne que les gens peuvent consommer. Et là aussi, c'est l'autre point aussi que j'amène, c'est moi dans un monde dans mon monde utopique, il y aurait comme ce qui se fait par exemple aux États-Unis. Il y a quelques courses qui sont diffusées sur une chaîne généraliste, donc ABC en quelque sorte, comme ce fut le cas depuis presque très longtemps, où les courses étaient diffusées. Quand c'était NBC qui avait les droits de diffusion, la majorité des courses étaient sur la chaîne sportive de NBC Sports. Et les Grands Prix du Canada, États-Unis, Mexique étaient diffusés sur la chaîne généraliste. Ici au Canada,
jusqu'en, je pense, 2004 ou 2005, le Grand Prix du Canada était diffusé en direct sur Radio-Canada et CBC en anglais. CBC surtout pour 98 et 99, à mes souvenirs. Donc, mon mode utopique serait que, les courses sont diffusées sur une plateforme numérique, mais tu as, par exemple, les courses nationales sont diffusées sur les chaînes généralistes, où tu as, par exemple, des faits saillants, comme il se fait en Angleterre, entre autres avec Channel 4 qui diffuse avec leur propre équipe de commentaires les courses, mais les faits saillants des épreuves, à l'exception du Grand Prix de Grande-Bretagne qui est, elle, diffusée en direct avec leur propre équipe de commentaires, alors que toutes les courses sont diffusées live sur Sky Sports F1. Donc, moi, je me dis, ce serait bien d'avoir des plateformes numériques, mais aussi que ce soit diffusé à la TV, genre en format fait saillant. Comme ça, si tu veux voir le contenu, tu es prêt à payer, je sais pas, un abonnement complet pour Netflix ou le supplément qui viendrait avec si tu veux t'abonner à Netflix plus la F1. Et ensuite, si t'as pas vu, tu peux regarder les faits saillants. Je sais pas quel serait votre... qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour moi, on a déjà passé à autre chose. Disons que il faut penser que la TV ordinaire a changé déjà. Oui. Parce que toutes les chaînes, ils font ça aussi. Même Radio-Canada, tout est mis sur web diffusion. Tu peux payer pour avoir le contenu. Et ça passe en Espagne. Des fois, je vais regarder quelque chose. Je paye pour la web diffusion, un abonnement. Et toi, ce que tu veux sur la web diffusion, c'est ça qui se fait maintenant. Y se gagnant de toute façon parce que le monde y pense que, ah non, mais c'est sur Internet et le monde y va regarder, ils vont essayer de papayer, de faire, tu sais, de faire sur Internet, mais papayer la télé, papayer ça, mais ils sont gagnants quand même parce que le monde, ils pense pas que de toute façon on paye l'Internet. Ouais. Marc-André? Et ça revient à la même chose, parce que je dis, ça change pas grand-chose. Je pense que les modèles qu'il y a ici maintenant, par exemple, à RDS, ça serait la même chose. Tu as les choix, tu prends l'application F1 ou tu prends la web diffusion. Moi, je n'ai pas la télé conventionnelle, fait que je prends la web diffusion de RDS. J'ai tout comme si c'était l'application, mais je le vois pour l'Apple TV. Ouais. Et toi, Marc-André? Je pense que de plus en plus, ça va justement passer par les chaînes en diffusion directe. Donc, des applications qui vont diffuser le contenu, qui vont diffuser le tout. Et je pense que la Formule 1 doit entrer dans le moule un jour. Et une chance qu'on n'est plus dans le temps de Bernie Ecclestone parce que imaginez dans cet essor technologique, si Bernie est encore en poste, Formule 1 serait très en retard. Maintenant, les Liberty Media ont une vision beaucoup plus vers l'avenir. Maintenant, est-ce qu'ils réussiront à aller jusqu'au bout de leur idée de populariser la Formule 1? Je l'espère et je crois que ça passe par un contrat avec Netflix, que ça prenne n'importe quel moule. Moi, j'aimerais quand même que la télé conventionnelle ait encore accès à la Formule 1. Je pense que c'est important. Mm-hmm. Donc, il faut trouver un juste milieu entre la diffusion en tant que telle à la télévision conventionnelle et la diffusion, par exemple, sur Netflix. Mm-hmm. Et maintenant, je pense qu'on a plusieurs exemples. Tu les as nommés, Amazon Prime, qui ont des matchs de football. Le jeudi, je crois, c'est... Ouais, de la NFL. Exact, de la NFL. Des ligues de soccer aussi qui sont sur des applications. Oui, TVA Sport aussi. Diffusion. Exact. Tu sais, je pense que ça passe par là maintenant, mais on doit quand même garder un certain contrôle sur le contenu dans la télévision conventionnelle parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont là-dessus. On n'est pas rendu à un point où tu peux complètement enlever la diffusion de la Formule 1 sur
déjà aller sur la télévision conventionnelle sans qu'il y ait des conséquences, je crois. Ouais, parce Sí, que le mais truc... la cuestión Ah, c'est que la televisión convencional, ça devient maintenant ce qu'on a maintenant, parce que de toute façon, tout ce qui est sport, n'importe quoi, la télé normale, ça passe l'ordinateur. ah, ouais, parlant d'ordinateur, Marc-André a un léger problème. Mais oui, mais c'est ça. Le truc aussi, le problème, c'est parce que avec la télé conventionnelle, surtout si par exemple, je prends l'exemple, si toute la saison de Formule 1 était diffusée en direct sur Radio-Canada, dans notre cas, dans le monde d'aujourd'hui, ben, je pense que la Formule 1 ne pourrait pas se faire d'argent grâce au Canada parce que c'est diffusé, parce que les revenus les revenus publicitaires seraient beaucoup plus faibles. C'est pour ça aussi que maintenant on va dans des contenus beaucoup plus payants, entre autres RDS, ou bien aussi, par exemple, je pense à DAZN, parce que les revenus publicitaires sont beaucoup plus grandes que si par exemple, tu diffusais toute ta saison sur ce qu'on appelle dans le jargon un free-to-air. Ce serait bien. Ce serait bien. Comme ça, c'est plus accessible. Par exemple, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer pour des services télé. Mais en même temps, il faut quand même que autant Mais la c'est chaîne la chaîne fasse son argent avec son modèle d'affaires. Et aussi que la Formule 1 puisse engranger des revenus grâce à la diffusion. Et c'est ça aussi, il faut penser que maintenant, le monde, il y a viré à la web diffusion. C'est Ouais, juste pas ici au Canada. C'est ça la question. C'est pour ça que j'insiste. C'est quoi la télé conventionnelle maintenant? Parce que le monde, il va sur la web diffusion parce que des fois, ils pensent que c'est moins cher parce que aussi, si il y a les parents, il y a l'arrêt de la Formule 1 pendant les vacances, tu peux arrêter aussi ton Netflix si tu veux. ouais, tu peux arrêter ton Et abonnement. c'est ça. Maintenant, le concept télé conventionnel, il est comme plus là parce que tu es tout sur la web, même si c'est Radio-Canada, il y a l'application, il y a TVA Sport, il y a l'application, tu peux voir tout ce que tu veux. Et c'est ça que devient la télé conventionnelle maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de diffusion en direct. La diffusion en direct, et comme je te disais, Tato, la production, ça continue à être la production que fait la Formule 1. Mhm, Après Netflix, RDS, c'est juste comment on dit ça? C'est juste les diffuseurs. ouais, le diffuseur. Oui, les diffuseurs, c'est comme quelqu'un qui fait un produit et après, c'est comment tu vas l'apporter au public. Mhm, C'est ça, la production comme telle, la base, c'est la même, ça change rien. mhm. C'est juste la façon comme tu vas après apporter les produits Mhm. au public et qu'est-ce que tu veux faire avec quoi. Exactement. Et toi, Marc-André, qu'est-ce que tu penses des propos d'Anna Maria? Est-ce que tu es d'accord Euh, avec? oui, quand même. Oui, je pense que de plus en plus, ça va passer par la web diffusion. Ouais. Et si la Formule 1 peut être en tant que telle quelque peu visionnaire, parce que bon, ils se sont fait dépasser par plusieurs sports et chaînes comme Amazon, mais quand même, ils n'ont pas pris trop de retard. Je pense que c'est ça, c'est un mélange des deux entre le moment où, bien sûr, la télé conventionnelle va pas totalement mourir, parce que je n'y crois pas. Je pense qu'elle va toujours Non. rester un petit peu. Mhm, Mais quand elle va mhm. être de plus en plus en perte de vitesse, je pense que là, la Formule 1 va pouvoir faire un transfert complet. Encore là, je trouve que c'est dangereux de le faire en ce moment, en 2022, 2023. Euh, Écoute, l'avenir va nous amener à quelque part. Maintenant, on est un peu dans l'inconnu. Et j'aimerais pas ça, être un gestionnaire d'une chaîne de télévision, parce que c'est tellement improbable. On verra ce qui va arriver.
Et pour l'instant, je pense que la F1 pourrait faire des tests aussi avec Netflix. Parce que la réponse des gens va donner beaucoup d'informations aux deux tiers parties. Je vous pose la question parce qu'en même temps, ça va me permettre de balancer vers l'autre sujet de cet épisode. Est-ce que vous pensez que si admettons, si Netflix ou, je sais pas, Amazon ou DAZN, n'importe qui voulait vraiment s'intéresser à la course automobile, est-ce que vous pensez que l'IndyCar serait un bon produit pour cette plateforme? Parce que je dis ça parce que cette série, surtout sur NBC Sports Network aux États-Unis, vient de battre des records cette année. Parce que en moyenne, il y a plus de 223 millions de téléspectateurs qui ont regardé les courses d'IndyCar sur NBC Sports. C'est 19% de plus que l'année dernière. Et surtout, bon, avec l'arrivée de jeunes loups comme Colton Herta, Rinus VeeKay, Alex Palou, ou bien même l'arrivée de gros noms comme Romain Grosjean, Scott McLaughlin, Jimmy Johnson. Est-ce que vous pensez que si Netflix voulait vraiment s'intéresser à l'univers de la course automobile, le IndyCar serait une bonne alternative? Mais c'est pas pareil l'IndyCar que la Formule 1 parce que oui, maintenant on commence à s'intéresser parce qu'on dit aussi que la Formule 1 est plate. Mais avant, il y avait des gros noms aussi à l'international. Et qu'est-ce que faisaient les diffuseurs? Ils faisaient, l'IndyCar, c'est pas une catégorie internationale, c'est juste local. Et ça marche très bien avec la façon qu'ils le font localement parce qu'il est plus écouté que la Formule 1 tout le temps. Ouais. Et à l'extérieur, ils chercheraient les choix à faire. Parce que quand Montoya il faisait l'IndyCar, ça s'est diffusé là-bas. En Colombie, ouais. Mais oui, ça s'est diffusé là-bas quand Montoya faisait. Et ça dépend aussi. Maintenant, oui, il y a un boom parce que maintenant, avec tout ce qui est l'Internet, tout va très vite. Avant, c'était pas la même chose. Fallait la télé conventionnelle parce que sinon, ça n'existait pas l'Internet comme ça. Mais je pense que c'est pas la même nécessité d'IndyCar versus Formula 1. C'est IndyCar et je pense que c'est plutôt les petits Super Bowl cette année. Ouais. Mais, C'est que c'est comme les petits Super Bowl et même en Espagne, si ils sont intéressés parce qu'il y a pas l'eau, mais c'est les mêmes quatre qui s'intéressent. C'est pas parce que le pays au complet est derrière les pilotes, ils se foutaient complètement de que Palou soit... Ah non, lui est champion, il a changé l'histoire, mais quand même, les jours après, on parle plus de Fernando que de Palou. ouais, c'est vrai. Même si Fernando, c'est ok, Et toi, Marc-André, est-ce que tu penses que l'IndyCar serait une bonne alternative pour n'importe une grosse plateforme comme Netflix, Amazon, pour et je dis pas aux États-Unis parce qu'on s'entend, NBC va encore diffuser de l'IndyCar, entre autres, autant beaucoup plus sur la chaîne locale que sur leur plateforme Peacock. Est-ce que tu crois qu'à l'extérieur, ça pourrait être une bonne idée d'avoir, par exemple, que Netflix diffuse dans des marchés comme ça, dans des marchés extérieurs aux États-Unis? J'ai de la misère à voir un tel scénario survenir, pas parce que l'IndyCar, c'est pas intéressant. J'adore cette compétition, puis je trouve que c'est très intéressant, puis j'aime les courses, puis je trouve qu'ils sont passionnants. Puis justement, tu as parlé de la vague de jeunesse et tous les pilotes qui s'intéressent de plus en plus à l'IndyCar. Par contre, l'IndyCar, disons que pour une grosse compagnie comme Netflix, Amazon, c'est un peu moins sexy. Et c'est quand tu veux avoir un produit puis tu veux le publiciser puis en faire une grosse nouvelle, ben c'est pas avec l'IndyCar que tu vas le trouver. Par contre, avec la Formule 1, c'est mondialement connu.
Partout au monde, on l'écoute. L'IndyCar, c'est peut-être un petit peu plus underground, permettez-moi l'expression, en Europe. Donc, je crains que l'IndyCar soit peut-être pas assez gros pour que ça intéresse un marché comme Netflix. Mais encore là, si ça commence par ça, peut-être. Mais encore là, je pense qu'ils sont tellement intéressés par la Formule 1 que je ne vois pas une compagnie comme Netflix se tourner vers l'IndyCar, non. Mais le truc aussi, c'est que moi, je pense que ce qui a fait en sorte que la Formule 1 a une grosse popularité, c'est Drive to Survive. Et si l'IndyCar veut accroître un peu son marché extérieur, je crois que ça prend une série similaire à Drive to Survive pour pouvoir avoir une grosse popularité. Par Et contre, Non, non, par contre, les moyens là, financiers, les moyens financiers n'y sont pas, je crois. même, par non, contre, par contre, Adu, ya, là, tu viens de me toucher. C'est la Formule 1, il n'y a pas une grosse popularité à cause de Date Survive. C'est au contraire, Date Survive a une grosse popularité à cause que c'est la Formule Non, je suis pas 1. sûr. Non, je suis pas d'accord. je suis pas Mais oui, d'accord non plus. Non, on tourne la médaille. C'est Drive to Survive qui a popularisé la Formule 1 non, mais dans les marchés où il y en non, avait parce le moins. que pas encore les résultats, c'est juste que le monde qui regarde la Formule 1, qui est fan, qui est Je suis pas d'accord. toute la vie, il a Non. regardé ça, ça Oui, mais continue, non. même s'il dit Écoute, que non, il dit j'ai 12 oui. amis. Dans mon cercle Mais rapproché, j'ai 12 amis qui ont commencé à écouter la Formule 1 en raison de Drive to Survive. Bon, ben, écoutez, je vais aller. J'ai des pas- graines de pas fait un popcorn, hein. sondage mondial, mais Non, dans c'est mon juste cercle que- rapproché, l'intérêt est là. C'est mais 12 oui, mais personnes qui ont commencé à s'intéresser combien, à la Formule 1 en raison de Drive to Survive. Mais combien, non? Mais, c'est- avec moi, il y a des gens qui n'est pas du tout intéressés à la Formule 1, qui jamais regardé ça, qui jamais regardé Drive to Survive. Et j'ai réussi à que ils sont allés avec moi à regarder un Grand Prix. Ça c'est quelque chose. Oui, Oui, ça, je te mais... donne. Mais Drive to Survive a créé de nouveaux fans que tu n'aurais jamais eu sans Mais la oui, série. des nouvelles fans de Drive to Survive, pas des fans de sport. Mais le truc aussi, c'est parce que Drive to Survive a permis de mieux comprendre Oui, exact. l'univers de la Formule 1. Et c'est ce qui va arriver avec c'est ce qui arrive aussi avec All of Nothing sur Amazon et surtout avec les Maple Leafs dans la situation qu'on Aïe, connaît. ça va Mais être oui, tellement oui. bon. 1er octobre. Donc, c'est dans 2 jours que ça va sortir. Mais plus sérieusement, Moi, tu me parles. mais plus sérieusement, des shows comme Drive to Survive, All or Nothing, ça permet de mieux comprendre les enjeux dans le sport lui-même. Et c'est pour ça aussi que... Mais oui, mais Je vais juste finir ce que je vais dire. Attendez, je vais juste finir ce que je vais dire avant que je l'oublie. C'est ce que ça prend à l'IndyCar et c'est ce que ça prend surtout à la MotoGP parce que, honnêtement, il y a une course aux États-Unis cette fin de semaine à Austin, mais et je suis les comptes de la NBC. C'est pas tant popularisé. La NBC, les courses de MotoGP passent en fin de soirée sur NBC Sports. Alors, mais S'il y a Abdou, bien c'est un parce que sport c'est où parce que les enjeux sont importants, tu as raison, Abdou, c'est Netflix, c'est la Formule 1. Et Netflix ont réussi à faire comprendre aux gens qui ne s'intéressaient pas beaucoup à la Formule 1, ou du moins qui portaient un intérêt, mais pas suffisant pour aller voir ce sport et aller consommer ce sport. Ils l'ont créé, ou du moins, ils ont créé quelque chose qui se transpose bien dans les faits sportifs. Ils ont créé une série qui fait comprendre les enjeux, qui font aimer les pilotes. non, Ils pour la font- série, c'est pas, il même pas Ils font un relevant. tout pour que les Non, je suis gens pas qui d'accord, s'intéressaient non, moins à la Formule 1 s'intéressent dorénavant au sport même, qui est le sport reine du sport automobile. Oui, le monde, il va à Netflix, il regarde Drive to Survive, et Ça se après... transpose. Ça se transpose. Mais Ça se oui, ça transpose. transpose, mais après, il arrive et
c'est un mur qui arrive parce que maintenant, il ne comprend rien. Il dit, c'est pas la même chose. On voit Netflix et après, on arrive pour voir la course. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces changements? Ils sont tous perdus. Je pense pas parce qu'ils se joignent à quelqu'un qui a déjà écouté la Formule 1. Ouais. Parce qu'au début, quand tu découvres une nouvelle passion, la seule chose que tu veux, c'est en parler. Fait que tu trouves des gens qui connaissent ça, puis tu te joins à un groupe. C'est exactement dans mon cercle d'amis, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a une vague de nouveaux qui s'intéressent à la Formule 1 à cause de ça. Et c'est ce qui... j'ai hâte de... Et ça va faire des petits également. Ça va faire des petits. Tu vois, je serais curieux. Netflix devrait, en collaboration avec la Formule 1, devrait faire un sondage pour savoir le pourcentage de gens qui écoutent la Formule 1 cette année. Ils savent bien le sondage que j'ai déjà fait. Ouais, le sondage Motorsport. Bon, et je suis certain qu'il est très élevé. Mais ici, je peux ajouter quelque chose, Anna-Maria, avant de te laisser. Moi aussi, ça a été la même chose parce qu'il y a un documentaire qui s'appelle Hitting the Apex, un documentaire sur la MotoGP raconté par Brad Pitt. Et dès que j'ai regardé ça, j'ai commencé à regarder des courses de MotoGP. Puis je suis pas quelqu'un qui consomme énormément des courses sur deux roues. Depuis Miguel Duhamel a pris sa retraite il y a bien longtemps de cela. Mais effectivement, pour corroborer les propos de Marc-André, une série comme telle qui te permet de voir en fait l'univers du sport en tant que tel, ça te permet d'en apprendre plus et de t'y intéresser. Mais oui, mais il y a un point qu'on ne parle pas et ça va aussi dans l'intérêt général parce que, tu sais, ici, RDS, il faisait la course, il y a la Formule 1 et qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il y a quelque chose d'autre, ils nous changeaient de chaîne tout de suite. Non, Formule 1, il va aller RDS2, il va aller RDS Info parce que c'est plus prioritaire. OK, même si ils font juste une pratique. Ouais, mais ils n'ont pas d'événement. Il n'y a pas d'événement à 8 heures du matin. Fait qu'il est toujours sur. Non, mais on est chanceux, ça. On est chanceux pour ça parce que sinon. Non, je pense que la Formule 1 resterait sur RDS1 parce que c'est gros. Ouais. Non, tout le temps, il changeait maintenant parce qu'il était une bonne diffusion, ça va mieux, mais parce qu'il ne me change pas la chaîne. Mais avant, et j'ai presque manqué d'écoute parce que non, il y a un match de tennis, fait qu'on arrête les podiums, on ne regarde pas les podiums. Et il y avait toujours quelque chose de plus intéressant. Et si tu arrives à Sud-Amérique, c'est football. Il y a football, tout est mort. Ça vit pour le football et c'est ça. Aux États-Unis, il y a la Formule 1 et c'est baseball, c'est la NASCAR et ça, il y a des priorités toujours. Ouais, mais le truc, c'est que ça va au niveau des codes d'écoute. Même si tu regardes Netflix, toute série, ça va pas rentrer. C'est ça aussi la différence entre un diffuseur officiel, régional, national comme RDS, TSN. C'est parce que eux, ils ont plusieurs contrats de télé, ils ont plusieurs contrats de diffusion avec d'autres sports. Donc, évidemment, ils vont prioriser ce qui est le plus important. C'est sûr que, par exemple, entre par exemple le Grand Prix d'Autriche et par exemple le tournoi de Wimbledon, ils risquent de prioriser. Mais pour moi, pour moi, qu'est-ce que ça signifie que le tournoi de Wimbledon si ça me change pour la Formule 1? C'est que la financièrement, c'est sûrement plus gros. C'est ça. Financièrement, ça rapporte plus. Mais pas pour moi, c'est ça. Et c'est ça la bonne diffusion qui change, que toi les choix. Toi les choix, tu n'es pas attaché à la télé conventionnelle. Et c'est là, quand je dis que la télé conventionnelle a devenu autre chose qui est pas la même. Et oui, on peut avoir la télé conventionnelle entre guillemets. Et avoir Netflix, c'est possible, mais on n'a pas besoin non plus de faire les téléromans à chaque fois d'un sport pour que le monde les regarde. Ouais. Mais je vais dire le mot de la fin. Je pense que on est maintenant dans une ère on est maintenant à l'ère du numérique. Donc, naturellement, la Formule 1 s'est très bien adaptée au numérique grâce à la poussée exceptionnelle et très exponentielle de Liberty Media sur les réseaux sociaux.
Maintenant, si la Formule 1 veut aller chercher un peu plus d'audience, je pense que oui, F1 TV est une bonne solution, mais devrait regarder sur des grosses plateformes comme Netflix ou Amazon, parce ils ont eu des discussions avec Amazon. Et je pense que si Netflix veut s'embarquer dans le monde du sport, il doit regarder celui qui lui rend le plus fier au niveau du sport, c'est la Formule 1. Donc, on va voir, est-ce que ce sera quelque chose à penser dans le futur proche ou dans un futur éloigné? C'est à suivre. Maintenant, on va passer au deuxième et dernier sujet, puis Anna Maria va peut-être comprendre la référence. Winner, winner, chicken dinner. Évidemment, je fais référence à Winner Winner Chicken Dinner parce que le champion de IndyCar est un gros fan de poulet frit. Moi, je me demande est-ce qu'il il devrait être commandité par PFK. Et puis, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais Alex Palou est passé aujourd'hui même, au moment où on enregistre, au Indianapolis Motor Speedway pour faire un tour de limo en forme de poulet. En forme de poulet. Ah. Ouais. Je vais essayer de vous trouver ça pendant que je vais vous parler. Mais non, sinon, Alex Palou a été sacré officiellement champion d'IndyCar. Il devient officiellement le premier Espagnol à remporter le titre d'IndyCar en vertu de sa 4e place et de l'abandon de Pato O'Ward sur Arrow McLaren et Joseph Newgarden qui a fini 2e lors de l'épreuve. Donc, et qui avait eu lieu à Long Beach, cette fin de semaine. Lui, Alex, il avait fait les travaux à l'avance. Il était déjà plus... il y avait plus de points déjà récoltés avant d'arriver à la fin de la dernière course. Mm-hmm. Et je vais poser la question à Marc-André. Toi, est-ce que je sais pas si tu as regardé quelques courses ou des faits saillants d'IndyCar? J'en ai regardé 3. OK. J'ai un faible échantillon. Là. OK. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tu as aimé le niveau est-ce que tu as aimé le niveau de cette année, des courses que tu as regardées? Vraiment. Ouais. Hein? Moi, j'ai adoré. Ça m'a donné le goût, justement, de m'y intéresser plus. C'est difficile parce que, c'est le dimanche, il y a une course le matin de Formule 1 souvent, et ensuite, dans l'après-midi, il y a la IndyCar. De se scotcher, disons, à la télévision pendant 6 heures, c'est long, difficile, hein? Là, c'est long. Ouais. Puis j'ai eu beaucoup de choses à faire depuis le début de l'été, puis depuis le début de l'automne, désolé. Mais oui, c'est sûr que si je réussis l'an prochain à avoir un petit peu plus de temps pour m'asseoir et regarder le tout, je pense vraiment que je vais le faire parce que j'ai adoré le spectacle. C'est rapide. J'ai été même un peu surpris parce que c'est un peu la première année que je m'y intéresse et que je mets l'œil sur ce sport, sur cette compétition, désolé. Et non, écoute, ça m'a bien surpris. C'est sûr que j'en veux plus. Mm-hmm. Et surtout aussi, quand je l'ai dit à plusieurs reprises dans ce podcast, et même sur la page Facebook sur le groupe Facebook de F1 Québec, mon Dieu, le plateau de cette année a été excellent. Mm-hmm. Écoutez, je vous donne les vainqueurs des premières courses. Alex Palou. D'ailleurs, en passant, Palou est devenu le premier pilote depuis Sam Ornish Jr. en 2002 à gagner le championnat tout en remportant la première course de la saison. Alex Palou, 27 ans. Non, 24, excusez-moi. Je l'ai vieilli un peu. Non, tu l'as vieilli pour lui. Colton Herta, 21 ans. Scott Dixon, bon, OK, il est dans la trentaine, bientôt quarantaine. Pato O'Ward, il est dans le début vingtaine. Rinus VeeKay, 21 ans. Donc, 4 des 5 premiers vainqueurs de la saison sont en bas de 25 ans et moins. Ensuite, bon, il y a Helio Castroneves,
aux 500 000 d'Indianapolis. Évidemment, l'expérience qui a compté. Marcus Ericsson qui a gagné lors de la première course à Détroit. Pat Howard qui a gagné la deuxième. Bon, Ericsson avait déjà 30 ans. Paolo a gagné a remporté sa deuxième course de la saison à Road America. Ensuite, on a Joseph Newgarden qui est double vainqueur, double champion de IndyCar. Ericsson qui a gagné à Nashville dans une course qui était plus folle que le Grand Prix de Hongrie. Ensuite, on a Will Power, Newgarden qui a gagné à Saint-Louis, Paolo qui gagne une troisième fois à Portland et Colton Herta qui gagne 2 fois consécutivement en Californie, d'abord à Laguna Seca et dimanche dernier à Long Beach. Force est d'admettre que l'avenir est jeune et en plus de ça, si on regarde, il y a aussi Christian Lundgaard et Callum Ilott qui se sont présentés et Ilott qui va signer pour à temps complet l'année prochaine avec Juncos Hollinger Racing. On a même eu la présence de Kevin Magnussen qui a dû remplacer Félix Rosenqvist qui a eu un sérieux accident lors de la course 1 à Détroit. Donc, force est d'admettre que... Ah oui, puis on a même eu Simona Di Silvestro qui a participé aux 500 000 d'Indianapolis avec une équipe majoritairement féminine. Moi, je dois dire, l'édition 2021 d'IndyCar va être surtout... on va se souvenir de cela pendant des années, surtout avec l'arrivée d'un Romain Grosjean, de Scott McLaughlin, triple champion de Supercar V8 en Australie, et Jimmy Johnson, septuple champion de la NASCAR Cup Series. Anna Maria, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la saison de IndyCar? Oui, je te dirais que je ne regarde pas les courses au complet. Je la suis IndyCar depuis longtemps. Mais c'est surtout à chaque fois, je sais qu'est-ce qui se passe, les pilotes, comme ça va. Et comme dit Marc-André Tato, d'habitude, le monde se dit que c'est des autos que tournent en rond tout le temps. Jusqu'à que ils voient une course ils se rendent compte qu'il y a beaucoup d'actions, surtout parce que les autos, ils sont tous à peu près pareils. C'est pas comme la Formule 1 que quelqu'un peut dominer avec un pilote d'IndyCar, il peut aspirer à aller au podium très vite, comme l'a fait Romain Grosjean. La session était très intéressante et surtout que avait, oui, il y avait quelques Formule 1 qui étaient là déjà como Ericsson, y était quelqu'un d'autre. Il y avait toujours quelqu'un de la Formule 1 qui revenait, mais cette année, on dirait qu'il a pris plus de l'attention aussi pour les jeunes, surtout les jeunes, comme Palou, comme Coltojeta, comme Pato O'Ward, Oui. que lui, il avait gagné déjà la Indy Light avant de se promener un petit peu partout parce qu'il n'y avait pas trop la place. J'étais avec Red Bull aussi, il a fait des tests et après il s'est fait appeler pour McLaren. Et c'était une très bonne session cette année avec Harold McLaren. Et c'est ça qui a pris beaucoup l'attention parce qu'il y avait des gens qui se battaient, qui étaient là pour avoir la chance. Fait que je dis, il était très intéressant. J'espère que va continuer comme ça. Et Paolo qui a fait lui, il a fait histoire dans son pays parce que c'est pas les premiers parce que les premiers qui étaient allés à indiquer d'Espagne, je me rappelle pas son nom, mais c'est lui. Oriol Servia? Non, avant lui, il y avait quelqu'un d'autre. Ah, ok. Y avant lui, il y avait quelqu'un d'autre. Mais oui, Oriol Servia, il est longtemps resté, il habite aux États-Unis, il restait sur la IndyCar. Lui était jamais champion, il était proche de gagner la Indy 500. Ouais. Mais en Espagne, le monde ne s'intéressait pas à ça.
s'il y avait aucun intérêt, fait que je dis avec Palo, il a réveillé beaucoup l'intérêt parce que lui, il est plus jeune et ça fait pas longtemps il faisait la GP3. Et après, il a fait la Deux. super formula japonaise. C'est depuis ça que lui est parti en IndyCar. Il était très bien, il a réussi à avoir un volant. Et c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps aussi. Ouais. Et aussi, pour parler de Romain Grosjean aussi, quelle saison. Et puis, tu sais quoi, Marc-André? Il va aller chez Andretti Autosport la saison prochaine. Donc, Il fait pas de ovale. oui, il va faire ovale. Oh my gosh. Ouais, il va faire ovale, donc il va participer aux 500 000 d'Indianapolis parce qu'il va remplacer Ryan Hunter-Reay qui, lui, je pense, a signé avec Ed Carpenter Racing pour la saison prochaine. C'est pas encore confirmé, mais tout porte à croire qu'il irait chez... pas Ed Carpenter Racing, mais il se cherche un volant là-bas, en fait. Et Callum Ilott aussi qui va être présent à temps complet aussi. Donc, ceux qui ont regardé la Formule 2 pourront le voir aussi. Mais c'est bien pour Callum Ilott parce que des fois, les gens ils se mettent dans la tête qu'ils vont aller à la Formule 1, sinon ils font tout. Ils sont capables de se tenir là comme pilote de développement, si toucher la voiture juste parce qu'ils attendent la chance. Mais au moins c'est mieux faire quelque chose d'autre. Et je dis, c'est ça aussi, l'IndyCar, qu'il y a beaucoup de pilotes qui se mettent dans la tête, c'est la Formule 1, puis après, ils n'essayent pas autre chose. Et c'est ça que je voulais dire de Palou. Lui, là, 2015, c'est comme sa deuxième saison monoplace. On avait fait une interview avec lui, avec les podcasts, et on lui demandait qu'est-ce que tu vas faire après. Tout le monde te dit, oui, la Formule 1, c'est mon rêve. Et lui, il disait, moi, je vais juste être pilote professionnel, peu importe c'est quelle la catégorie. Exactement. Et parlant de catégorie, Anna Maria, tu avais aussi interviewé Tatiana Calderon en début de semaine. Et entre autres, je sais qu'il y a eu des rumeurs. Il y avait des rumeurs comme quoi elle pourrait participer à la saison d'IndyCar l'année prochaine. Est-ce que tu as eu des nouvelles concernant ça? Parce qu'on sait maintenant que, je sais qu'il y a eu des rumeurs comme quoi elle pourrait se joindre à AJ Foyt Racing en partageant son volant avec Sébastien Bourdet qui, lui, va rouler maintenant à temps partiel en IndyCar. Je ne sais pas si tu as eu du nouveau concernant cela. On dirait que oui, on a des nouvelles. C'est un rumeur, c'est pas juste un rumeur, c'est l'intérêt aussi d'elle de participer à la IndyCar. Elle a déjà fait ses tests le mois de juillet. Ouais. Et beaucoup aimé la voiture, il était confortable, il m'a dit qu'il aimait ça. Je la taquinais parce que, c'est ça, Tatiana aussi, je la connais depuis longtemps, il me disait non, parce que la IndyCar, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il était un peu allé en Europe, il me dit, ça changeait beaucoup, et maintenant, elle est bien à l'aise avec la voiture. C'est sûr qu'il n'y a rien de signé, il n'y a rien de confirmé parce que il n'y a pas fini non plus la session en Super Formula. Il y a des courses pour finir et il y a la résistance aussi qu'elle fait. Mais que oui, il y a l'intérêt, c'est vrai, c'est pas juste un rumeur, l'intérêt est là, mais il manque encore de financement. Finir la session cette année pour voir où est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner? OK. Et Marc-André, si jamais il n'y a pas de Grand Prix du Canada l'année prochaine, ce qu'on ne souhaite pas, est-ce que tu voudrais aller au Honda Indy de Toronto? Non. Marc-André? Marc-André est parti. Oiseau de malheur.
Est-ce que tu irais voir une course IndyCar à Toronto l'année prochaine s'il n'y a pas de COVID? Ben, s'il n'y a pas de pense COVID. pas. Non, hein? Non. Non. Ok. Ben, au moins, Toi? je sais pas, je l'espère. Je l'espère, mais on verra cela. Mais je pense que je vais concentrer mon énergie sur aller au Grand Prix du Canada. S'il y en a pas, ben, je vais probablement essayer de voir si je peux pas aller à Toronto, en fait. Ouais. Surtout pour voir Romain Grosjean et Jimmy Johnson dans une... oui, puis aussi Alex Palou aussi. Dans les rues, dans les rues d'une ville canadienne. Mais j'aurais aimé tellement ça que l'IndyCar soit à Montréal. Ça aurait été un fit parfait. Mais oui, bon. mais c'est comme ça. Ben ouais. Bref. Ils ont essayé, mais c'est ça. Ouais, ça a duré 5 ans, en fait, sur le circuit de Villeneuve. Ouais. Donc, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Évidemment, si jamais vous voulez continuer la discussion, nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, @le Bulletin GP, si vous voulez réagir, entre autres, à ce podcast. Sinon, il y a la page Facebook F1 Québec qui est disponible, le groupe privé dirigé de main de maître par Julien, François, Charles et compagnie. Si jamais vous nous écoutez, on vous salue évidemment. Et évidemment, on a notre site bulletingp.com qui est toujours disponible si vous voulez lire nos textes d'avant-course, d'après-course et aussi nos épisodes de podcast qui sont d'ailleurs disponibles aussi sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Alors, Anna-Maria, Marc-André, un énorme merci. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, allez, pour célébrer la victoire d'Alex Palou, son titre, je vous laisse sur ce clip. Winner, winner, chicken dinner. Salut tout le monde, passez une excellente journée, peu importe où vous êtes, et surtout mangez beaucoup de poulet frit. Avec modération quand même. Salut à tous. Bon, bonne soirée, bonne journée tout le monde.